Bonjour à toutes et à tous. J'espère avoir votre attention. Enchantée, je suis Stécie Algrin, journaliste spécialiste sur les enjeux de biodiversité. Et j'ai la chance et l'honneur de modérer cette session Film for Change, une session qui est assez nouvelle ici à Change Now et qui est en même temps assez dans l'air du temps, puisqu'on parle de plus en plus de la question des imaginaires, de comment est-ce qu'on arrive à fabriquer tous ces rêves, toutes ces images qui sont dans notre tête et qui ont quand même un impact également sur le réel. Alors je ne sais pas combien parmi vous ont peut-être été impactés par ce qui se passe sur le petit écran et le grand écran. Combien d'entre vous ont décidé d'être médecin ou de ne pas être médecin après avoir regardé Dr House un peu trop longtemps? Combien d'entre vous ont décidé d'être pilote d'avion après avoir lu Saint-Exupéry? Et en tout cas, moi, ce qui se passait sur mon petit écran quand j'étais plus jeune, ça m'a beaucoup impacté et je pense que c'est un peu la raison pour laquelle je suis aujourd'hui devant vous. Puisque j'ai grandi à une époque où on avait la chance d'avoir des magnifiques émissions, Ushuaïa Nature, Blue Planet, des voix emblématiques qui nous ont transportés à la découverte des beautés et des miracles de notre planète et qui nous ont aussi confrontés à la fragilité de cette planète. Je rêvais d'être reporter de guerre ou biologiste marin à l'époque et aujourd'hui, avec le changement climatique, l'effondrement de masse de la biodiversité, c'est un peu comme une nouvelle guerre à laquelle on doit faire face, entre guillemets. Donc je l'ai eu, ma guerre, quoi couvrir. Et j'ai décidé d'être journaliste sans avoir fait d'école de journalisme. Et pourtant, voilà, je rêve de reprendre la relève de tous ces grandes voix qui nous ont portés avec Ushuaïa Nature, Nouveau et Blue Planet. David Attenborough, voilà, qui est un peu mon idole de tous les temps. Et aujourd'hui, on est en manque, je pense, de ces nouvelles figures qui vont prendre la relève, qui vont venir à nouveau nous inspirer dans un sens qui pourra peut-être apporter un peu plus de bien collectivement, qui pourront peut-être apporter plus d'espoir également sur toutes ces thématiques. On parle de climat, on parle également de questions sociales, égalité homme-femme, on parle également de renouveau démocratique, de vivre ensemble. Et tout ça, ça se construit à l'écran. Ça ne se construit pas uniquement sur le terrain, même si on a besoin des faiseurs et des faiseuses. Et donc vous avez toutes et tous ici, avec vos jobs au quotidien, une grande responsabilité. Pour ça, Change Now a décidé de se saisir de cette question avec ce programme, Film for Change, avec une sélection inédite de pitch que vous allez pouvoir découvrir, des films, des séries. Et pour ça, on a un jury assez exceptionnel qui est juste devant moi et que je vous présenterai plus tard. Mais avant de partir sur cette envolée lyrique et de vous donner ces pitchs, on va avoir la chance d'avoir également deux penseurs, deux penseuses qui, au quotidien, travaillent sur cette question des imaginaires, essaient de les faire émerger sur des questions qui sont parfois assez touchy, qui ont des lourds passés également, comme les requins, peut-être avec Anne-Sophie. Mais avant ça, je vais laisser la parole à Jean-Pierre Gou, qui nous a également fait rêver avec sa petite princesse, qui attend un ancien mathématicien, un auteur, conférencier, et qui va prendre cette scène juste après moi. Je te remercie. Merci beaucoup. Ravi d'être avec vous pour parler de nouveaux récits. Cette question des nouveaux récits, en fait, pour moi, elle n'était pas naturelle. Au départ, je m'étais engagé dans l'écologie il y a 30 ans par les sciences, par les mathématiques, puis après par le monde de l'entreprise. Et j'ai été frappé par le manque d'imaginaire que les entreprises avaient dans la transition écologique. Et il n'y avait pas d'imaginaire désirable, enthousiasmant. Donc il y a une dizaine d'années, j'ai publié 2 romans qui s'appellent Siècle bleu, dans lesquels j'essayais de changer le narratif sur l'écologie. Et depuis, j'ai été mis en contact avec tous les changemakers en France et un peu à l'étranger par différentes initiatives. J'ai été président de l'Institut des futurs souhaitables jusqu'à l'année dernière. Je suis aussi à la tête d'une ONG qui s'appelle One Home pour changer le narratif qu'on a sur la Terre et partager l'émerveillement qu'ont eu les astronautes en voyant la Terre depuis l'espace. Et puis récemment, j'ai été nommé parrain de la CEC des nouveaux imaginaires. Donc cette question des imaginaires est vraiment une question qui me tient vraiment à cœur. Il y a 4 ans, j'ai replongé dans cette question des imaginaires, un peu malgré moi, parce que, comme vous tous, j'ai été confiné chez moi pendant le Covid. Et je devais m'occuper de déployer cette ONG dans le monde entier. Et comme j'étais bloqué chez moi, je me suis posé une question qui était pour moi la grande question, qui était de savoir, finalement, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour faire passer à l'échelle toutes les initiatives extraordinaires que vous voyez ici à Change Now et parmi les changemakers? Est-ce qu'il n'y aurait pas un grand récit? Est-ce qu'on n'aurait pas raté quelque chose qui nous permette de faire une révolution bleue, c'est-à-dire une transformation réussie à l'échelle mondiale d'une transformation écologique? Et donc c'est à la recherche de cet élément et de ce récit que je suis parti il y a 4 ans et je vais vous partager quelques réflexions. Alors, au départ, pour comprendre comment faire un récit opératif, j'ai regardé, moi, quels étaient les films ou les livres qui m'avaient changé. Donc, par exemple, Dark Waters, La Route, Okja
ou demain. Et en fait, je me suis rendu compte que qu'est-ce qui rendait un récit opératif, c'est qu'à chaque fois, ces récits avaient changé une part de moi-même et avaient changé la réponse à la question « qui suis-je » pour une partie. Et cette question « qui suis-je », en fait, un être humain, c'est un ensemble de molécules et une histoire que se racontent ces molécules sur elles-mêmes. Et si vous arrivez à changer cette histoire, en fait, vous changez la personne. Donc, changer les gens, c'est pas changer l'habitude, c'est changer l'histoire qu'on se raconte sur soi-même. Et tous les nouveaux récits, c'est ce qu'ils font, ces nouveaux récits. Mais le grand enjeu, c'est de changer la méta-histoire de l'humanité, donc de changer l'histoire que l'humanité se raconte sur elle-même. Et si on arrive à changer ça, en fait, tous les nouveaux récits qui aujourd'hui ont du mal à s'agréger ensemble et à former une nouvelle vision parce qu'ils heurtent sur une histoire que l'humanité se raconte sur elle-même qui ne change pas. Donc c'est cette histoire qu'ils font changer. Alors ça existe depuis la nuit des temps. Les histoires que l'humanité se raconte sur elle-même s'appellent les mythes. Et les mythes, ce sont des histoires qui font appel à des êtres surnaturels, à de la magie et qui questionnent la question d'où on vient, qui sommes-nous et où va-t-on. Et aujourd'hui, on a de très nombreux nouveaux récits, mais on n'a pas de nouveaux mythes qui pourraient nous dire comment vivre en harmonie avec cette biosphère. Donc c'est ça que je suis allé regarder. Et plutôt que d'inventer un mythe, je me suis dit, est-ce que la science ne pourrait pas nous apporter des éléments qu'on aurait ratés pour élaborer ce nouveau récit ? Et en faisant des recherches, notamment en biologie et en biologie de l'évolution, je suis tombé sur une idée qui est qu'on est peut-être dans ce moment très angoissant des limites planétaires. Ces limites planétaires sont peut-être le signe de quelque chose d'absolument magnifique qui est déjà arrivé dans le passé, quand il y a eu deux grands sauts en complexité dans le vivant. Le premier saut en complexité, c'était il y a des milliards d'années, quand les êtres monocellulaires sont devenus multicellulaires. Il y a une autre fois, quand tous ces êtres se sont alliés pour créer la biosphère, cette grande créature invisible qui nous allie. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne serait pas dans le moment où l'humanité, qui est constituée de 8 milliards d'êtres séparés, ne formerait pas un méta-organisme géant qui serait apaisé avec lui-même et qui formerait une humanité multicellulaire, qui formerait une humanité unie plutôt qu'une humanité désunie. Et c'est ça dont on a besoin pour surmonter ces limites planétaires. Et les limites planétaires pourraient être l'activation de cette grande créature. Alors cette grande créature, si vous deviez la peser, elle pèse 280 millions de tonnes. C'est ça qu'est l'humanité aujourd'hui. Et si vous mettiez cette humanité comme une boulette de viande, cette boulette de viande, elle est toute petite en fait. Elle tiendrait dans Central Park. Elle fait 1 kilomètre de diamètre. Là, vous voyez, ça, c'est l'humanité. Et cette humanité, en fait, quand vous la voyez comme ça, vous dites c'est pas possible que cette boulette de viande perturbe le fonctionnement de la biosphère. Mais le problème, c'est qu'on a une petite manie, c'est qu'on fabrique beaucoup d'objets et que les objets qu'on a fabriqués, ils sont 10 000 fois plus grands que nous. Et on a fabriqué l'ensemble des artefacts humains non biodégradables. La revue Nature a montré il y a 3 ans que c'est aussi lourd que la biosphère. Donc on a fabriqué tellement d'objets que c'est devenu aussi lourd que toutes les créatures. Et donc le narratif que l'humanité a sur elle-même, et quand vous parlez avec tous les écologistes, c'est qu'on est un cancer de la biosphère ou une erreur de la biosphère. Et le problème, si vous avez ce discours négatif sur vous-même, si vous deviez participer à une compétition pour changer tout et partout, et c'est ça le grand enjeu de la transition, vous ne pouvez pas, en tant qu'humanité, réussir si vous avez cette idée qu'on est un cancer de la biosphère. Et moi, je suis intimement persuadé qu'on est des enfants de la biosphère et qu'on a une fonction. Donc, je me disais comment on peut changer le narratif et avoir autre chose que ce narratif du cancer ou de l'erreur. Et je suis tombé sur un article en biologie cellulaire qui, pour la première fois, montrait un organe nouveau se créer chez un coléoptère. On n'avait jamais vu ça chez un être vivant. Et un organe qui se crée, c'est des cellules qui se multiplient pour former un petit tout qui a une nouvelle fonction. Et en fait, ce petit tout, quand il se crée, il ressemble à un cancer. Donc peut-être ce grand cancer qu'on est en train de voir, c'est un organe en devenir. Et si vous reformulez l'évolution humaine comme ça, la question, c'est vers quel type d'organe et quelle forme belle on pourrait atterrir et quelles sont les fonctions de l'humanité. Il faudra avoir des grands débats là-dessus, mais moi j'en ai identifié 16, je ne vais pas vous en parler ici. Et cette forme apaisée, en fait, j'ai trouvé cette forme apaisée sur la couverture du Petit Prince, parce que si vous regardez le Petit Prince, c'est un géant humain sur une toute petite planète. Et quand vous regardez le Petit Prince, en fait, quand il va visiter les différentes planètes avant d'arriver vers la Terre, il y a toujours un géant humain sur une petite planète, et ces humains sont toujours malades. Et les maladies qu'il décrit, que ça soit la vanité, le buveur, le financier, en fait, ce sont des maladies de notre collectif humain planétaire. Et quand le petit prince arrive face à l'aviateur, on ne sait pas d'où il arrive. Et si nous, on devait parler à la conscience de l'humanité,
elle débarquerait comme dans un rêve, et elle repartirait comme dans un rêve. Et donc c'est une interprétation en fait nouvelle du Petit Prince, et le Petit Prince pourrait être le mythe dont l'humanité a besoin pour se transformer. Et c'est étayé par des lettres de Saint-Exupéry qu'il a écrit juste avant sa mort et que j'ai trouvé. Alors pour cette créature, en fait, construire l'humanité et reformuler la transition écologique comme changer le métabolisme de cette créature qui aujourd'hui n'a pas pris conscience d'elle-même en une créature qui serait apaisée avec la biosphère et avec elle-même, ça pourrait devenir le projet humain. Et si on le formule de manière biologique, en fait, c'est de nature à changer beaucoup de choses. Et si vous adoptez la croyance qu'on fait partie d'un grand tout qui est l'humanité, qui est voulu et qui va vers une forme apaisée au sein de la biosphère, tous les concepts qui sont aujourd'hui proposés, par exemple dans l'économie, que ce soit l'économie circulaire, l'économie régénérative, ou dans l'agriculture, la permaculture, l'agroforesterie, en fait, ce sont des concepts qui sont compatibles avec Homo biosphéris, c'est le nom que je donne à cette forme aboutie d'Homo sapiens, et qui pourrait être de nature à formuler les choses. Et juste ajouter cette croyance qu'on appartient à l'humanité et qu'on appartient à la biosphère, et de formuler les choses comme ça, c'est de nature à accélérer la transition écologique. Et le secret de l'activation de cet Homo biosphérique, c'est le cœur, parce que pour que des cellules deviennent multicellulaires et agissent ensemble, en fait, il faut ouvrir son cœur et donner tout pour le collectif. Et donc, c'est ça, cette grande transformation, c'est une révolution de l'amour. Alors, quand vous avez ce grand récit d'Homo biosphéris, vous vous rendez compte que tous les récits que l'on a aujourd'hui, que ce soit Darkwater, etc., sont des récits qui appartiennent à ce nouveau monde. Et le récit de l'ancien monde, il devient complètement désuet par rapport à ça, parce que en fait, c'est un récit qui ne s'accroche sur rien, où la biosphère est asservie à l'humain au lieu d'être au-dessus de lui, et on ne se considère pas au service de la biosphère. Alors, pour raconter cette transformation de Homo sapiens vers Homo biosphéris, j'ai démarré il y a 3 ans l'écriture d'une saga de romans qui s'appelle Révolution bleue, le premier, et où je raconte le passage à cette humanité multicellulaire et qui fédère tous les mouvements de transformation, tous les mouvements de changemaker à travers le monde. Et c'est le récit d'une transformation écologique réussie à l'échelle du monde. Alors évidemment avec tout un tas de problèmes parce qu'il y a des gens qui s'opposent, donc ça prend la forme d'un thriller. Et le premier tome de cette saga, comme l'a dit tout à l'heure Stacy, il s'appelle La Petite Princesse. C'est sorti il y a 1 mois. Et ce récit, en fait, il est très lié à Antoine de Saint-Exupéry parce que, au-delà de raconter la transformation de l'humanité vers ce petit prince qui nous attirerait, il est activé cette transformation par une petite fille. Et je me suis inspiré beaucoup du film Léon, où vous avez Nathalie Portman qui transforme la brute qu'est l'humanité aujourd'hui en une forme beaucoup plus adoucie. Et cette petite fille, en fait, j'avais nommé ça La Petite Princesse en lien avec Saint-Exupéry. Et il y a 2 ans, pour la première fois, ils ont publié une lettre qui était inconnue, où Saint-Exupéry avait promis à sa femme, quelques mois avant sa mort, d'écrire une suite du Petit Prince qui s'appelait La Petite Princesse. Alors que moi, je n'avais pas ça au départ. Donc ça rajoutait de la magie, et à tel point que les héritiers de Saint-Exupéry, quand ils ont entendu parler de ce bouquin, en ont écrit la préface. Donc ce livre est baigné de la magie, et on a besoin, pour créer des nouveaux mythes, d'avoir de la magie. Et donc ce livre en a bénéficié beaucoup. Voilà, donc j'espère que ce livre aidera tous les récits et aussi les changemakers à son humble mesure à accélérer, et notamment le récit de Anne-Sophie que je vais accueillir maintenant, et qui, elle, ne va pas changer le narratif de l'humanité qu'elle se raconte sur elle-même, mais de le narratif que l'on a sur les requins. Donc Anne-Sophie Moreau, je t'accueille, viens avec nous maintenant. Merci. Merci Jean-Pierre. Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là pour vous parler d'un récit qui me tient particulièrement à cœur, celui du requin. Et je peux vous dire que je n'étais pas du tout destinée à vous parler du requin parce que jusqu'à il y a 5 ans, j'avais peur des requins, peur des fonds marins. Vous avez cette peur quand vous êtes dans l'océan, que vous n'avez pas pied, vous pensez qu'à tout instant, il y a quelque chose qui peut surgir et vous attraper. Bah, ça, c'est à cause des Dents de la Mer, parce que j'ai grandi avec ce film. Et en fait, tout a changé, tout a basculé en 2016. Quand en avril, on apprend que mon père a un cancer et 6 mois plus tard, il décède. Et cette même année, je perds mes 3 grands-parents. Donc en fait, c'était une période hyper douloureuse. C'est le genre de moment où on ne sait plus qui on est. Et pour essayer d'aller mieux, en fait, en 2019, je suis partie 1 an à l'étranger pour essayer de me recentrer, espérer trouver quelque chose de positif, de ressortir au fond de ça, quelque chose de
transformer cette douleur en quelque chose de positif. Et je ne savais pas ce que j'allais trouver. Et j'ai trouvé l'océan et les requins. Et je me rappelle la première fois que j'ai plongé avec des requins, j'ai ressenti des émotions que je n'avais pas ressenties depuis le décès de mon père. C'était vraiment de la paix, de la sérénité, un véritable calme. Et c'est des émotions qu'on n'oublie pas, en fait. Et quand on est accepté comme ça par un prédateur, il n'y a pas plus beau comme sentiment. On se rend compte qu'on est vraiment des visiteurs dans un monde qui ne nous appartient pas. Et c'est ça qui fait que j'ai voulu continuer à plonger avec eux pour mieux les comprendre. Et je me suis rendu compte que c'était l'animal le plus haï et incompris de la planète. Et qu'on avait énormément de choses à apprendre auprès de lui, notamment le respect, l'acceptation. Et c'est pour ça qu'en rentrant en France, j'ai voulu m'engager pour protéger cette espèce et protéger en quelque sorte ce qui moi, m'avait sauvée. C'est pour ça que depuis 4 ans, je me bats pour faire interdire le commerce d'ailes de requin en Europe. Et je peux vous dire que c'est compliqué quand on a cette réalité. Vous avez 2 types de réalités sur ce slide. À gauche, c'est la réalité de la majorité des gens aujourd'hui qui n'ont jamais eu de requin. C'est une réalité qui a été créée par le cinéma, notamment par les Dents de la Mer, évidemment. Et chaque année, il y a des films qui sortent avec des requins toujours plus gros, toujours plus agressifs. Et en fait, on peut penser que c'est du divertissement, de la fiction, mais en fait, ça contribue à rentrer dans le subconscient des gens. Et pour le grand public, c'est devenu leur réalité. Et du coup, c'est très compliqué. C'est pour ça que vous avez vraiment un rôle à jouer en tant que industrie du cinéma pour faire changer les choses. Et moi, je voudrais vous parler du coup de cette haute réalité, la réalité du terrain, celle de droite. Ça, c'est une photo qui a été prise l'année dernière au Parlement européen quand j'étais pendant une semaine à rencontrer des députés pour les convaincre d'embarquer avec nous dans ce combat et de faire interdire le commerce d'ailerons en Europe. Et c'était hyper dur parce que c'était transporté pendant une semaine dans mon sac ces ailerons de requins morts provenant d'espèces avec lesquelles j'avais nagé quelques mois auparavant. Et la réalité aussi, c'est que les requins sont plus vieux de plus de 450 millions d'années. Ils existent sont plus vieux que les dinosaures, plus vieux que le premier arbre sur Terre. Et pourtant, les populations ont diminué de 70 à 90% en moins de 50 ans. Donc c'est dramatique, c'est alarmant. Et après Bruxelles, en fait, je me suis dit qu'on avait vraiment besoin d'optimisme pour faire avancer les choses. Et c'est pour ça que j'ai lancé Coexistence Crew pour vraiment essayer de changer le narratif autour du requin, au travers notamment d'un court-métrage qui sortira le mois prochain, pour essayer de faire en sorte qu'on retrouve cette connexion, cette humanité en lien avec le requin et lui montrer qu'en fait c'est le symbole du sauvage, du monde vivant et faire en sorte de montrer qu'ensemble on a vraiment la possibilité de changer les choses et c'est là où on a besoin de vous parce que vous pouvez aider à créer une nouvelle réalité, à changer la perception, à changer les émotions des gens et on sait très bien que si on touche les gens, on a le pouvoir de changer leur propre réalité et donc la réalité du monde qui nous entoure et ça c'est hyper important. Et je suis convaincue qu'on peut y arriver. Et du coup, j'aimerais terminer aussi par ça, avec un discours qui va être radicalement optimiste, surtout des valeurs dont on a besoin aujourd'hui, parce qu'on a tellement de nouvelles qui sont anxiogènes. Tous les jours, on a besoin de voir du beau. Et je peux vous dire qu'il y a des années, on n'aurait jamais vu cette cover-là de Dua Lipa, donc une star mondialement connue, qui pose pour son prochain album en cover avec un élan de requin, avec ce titre qui est radicalement optimiste. Et en fait, ça montre qu'on a besoin de récits extrêmement positifs avec du beau pour donner en fait envie aux gens d'agir dans le bon sens. Et nous, du coup, ça va soutenir aussi les mouvements qu'on défend. Donc c'est là où on a vraiment tous ensemble un rôle à jouer. Vous avez un rôle à jouer. Et du coup, je terminerai par vous poser une question. Quelle est l'histoire que vous voulez raconter pour créer cette nouvelle réalité ? Merci beaucoup.
Merci beaucoup Jean-Pierre et Anne-Sophie pour ces récits qui nous ancrent tout de suite dans le réel. Et justement, changer la réalité, notre réalité à toutes et tous, c'est ce que font les professionnels de l'audiovisuel qui vont venir nous rejoindre tout de suite pour une conférence qui va être animée par Sandy, directrice générale de Spark News, et également à l'origine du guide de l'écran d'après. Donc tout à fait dans notre thème du jour. Donc je vous laisse les accueillir chaleureusement et je leur laisse la place. Merci beaucoup. Et nous rejoignent donc Lucie, vas-y, viens Lucie, Lucie Lucas, Frédéric Tellier et Stéphane Cazès. Je vais faire les présentations au fur et à mesure de cette séquence. Bonjour à toutes et à tous. Je crois que avec un micro, c'est vachement mieux. Tu as ton micro ? Non, mais je te le transmettrai si on se débrouille. On en a plein, hein, Lucie, n'hésite pas. Bon, Jean-Pierre et Anne a été très très clair avec son introduction. Je crois que c'est évident. On vient de terminer sur une question éminemment posée. La question n'est pas est-ce que la fiction peut changer les choses et participer au changement, mais bien comment. Donc vous tous ici réunis, vous disposez d'un pouvoir immense. Le pouvoir d'écrire, de concevoir, d'incarner, de réaliser, de produire, de distribuer, de diffuser des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Et ce pouvoir immense nous permet de découvrir des histoires et on adore ça. Mais derrière ces histoires, et c'est ce qui nous vient d'être clairement posé, vos œuvres portent et charrient avec elles des récits qui structurent notre société, qui façonnent nos imaginaires, qui modèlent nos façons de penser, nos façons d'agir, nos comportements, notre rapport à nous-mêmes. Et en ce titre-là, la fiction a un pouvoir immense. Donc la question qu'on a aujourd'hui et qui se pose pour vous, professionnels de l'audiovisuel, c'est bien comment la fiction peut-elle participer au changement, à un changement qu'on appelle tous, notamment ici à Change Now. Nous sommes très nombreux à l'appeler. Ce changement, c'est quoi ? C'est une bascule radicale vers un nouveau modèle de société qui soit respectueux des limites planétaires et qui soit empreint de justice sociale. Et si on veut qu'un avenir différent advienne, donc qu'on caractérise par durable et inclusif, désirable, excitant pour la plupart d'entre nous, eh bien, il faut d'abord l'imaginer. Donc la question, c'est vraiment comment la fiction peut-elle participer au changement ? Et pour y répondre en 20 minutes, donc ça c'est vraiment un beau challenge, nous avons 3 personnes qui vont pouvoir nous éclairer. On va aller droit au but et à l'essentiel. Et je vais commencer par toi, Lucie Lucas. Donc on connaît l'actrice, on connaît tous l'actrice qui incarne depuis 13 ans l'héroïne éponyme de la série Clem, produite et diffusée sur TF1. On connaît aussi la militante, alors la citoyenne du monde, si tu préfères te qualifier ainsi. Donc toi qui, l'actrice militante, tu as beaucoup de choses à dire à la profession. Tu l'as dit tout de suite en préparant cette séquence. Donc plutôt que de te poser de tonnes de questions, je vais t'en poser qu'une. Voilà, qu'est-ce que tu as envie d'adresser à ce parterre de professionnels de l'audiovisuel, toi qui les connais si bien. Tu as 6 minutes. À toi l'honneur. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là et de vous dire que je suis ravie que vous soyez là, surtout, parce qu'il y a du travail, il faut se remonter les manches, mais c'est tellement excitant ce qui nous attend, vraiment. En fait, souvent, je me demande, mais je me dis, mais pourquoi je me suis incarnée à ce moment-là de l'histoire de l'humanité ? C'est trop dur, c'est trop violent, c'est trop sombre. Et en fait, oui, mais c'est aussi un moment charnière où il nous est proposé de tout réinventer, vraiment, et sky is the limit, parce qu'on n'a jamais eu autant d'outils, jamais eu autant de moyens, on n'a jamais été autant reliés les uns aux autres sur toute la planète, donc vraiment, vraiment, c'est trop excitant, il faut prendre ce défi à bras-le-corps et se lancer dedans à fond, tous ensemble. Donc moi, je suis comédienne depuis que j'ai 21 ans, je suis tombée enceinte à 23 ans et j'ai pas travaillé à ce moment-là, donc j'ai pu avoir beaucoup de temps pour me renseigner parce que la première étape, c'est se renseigner, essayer d'avoir conscience de ce qui se passe vraiment et que vraiment l'humanité est en train de provoquer sa propre perte en plus de celle de tout le vivant sur la planète, ce qui est quand même un petit peu délicat.
Et donc assez rapidement, avec mon mari, on a mis en place plein de choses dans notre foyer, dans notre quotidien, pour essayer de réduire notre impact, de conscientiser les habitudes qu'on avait qui étaient vraiment néfastes et essayer de les changer. Et en fait, assez rapidement, j'ai trouvé qu'il y avait une énorme dissonance dans ma vie entre ce que je vivais dans mon foyer, où on essayait vraiment de prendre soin de notre futur, et puis et ce que je vivais au travail, je passe la moitié de mon temps, voire les 2/3 de mon temps au boulot. Et là, j'avais l'impression de déconstruire tout ce que je construisais chez moi. Et c'était vraiment douloureux. Et ça m'a mis un peu... Enfin, j'ai fait une dépression un peu. Et j'en ai parlé à la prod en leur disant, c'est pas possible. Les productions, c'est extrêmement polluant. La façon dont on produit les films, il faut que ça change. Il faut donc là, il y a plein de petits gestes qu'on peut changer. Mais j'ai pas envie de tous les énumérer parce que je pense que vous êtes quand même à peu près au courant de ce qu'on peut faire pour changer les choses. Il y a des organismes comme Sequoia qui sont géniaux et qui peuvent accompagner les tournages pour vous conseiller. Et alors au début, c'était assez pénible avec... la production, les chaînes, tout ça, tout le monde se réjouissait de cette envie de faire plus propre et mieux. Mais personne ne voulait mettre la main à la poche et il faut quand même un minimum d'investissement pour changer, pour transitionner vraiment. Et même un gros investissement à mon avis parce que c'est vital. Donc là, c'est un effort de guerre que tout le monde doit faire à la proportion de ses moyens. Et là, pour l'instant, on n'y est pas. Il y a plein d'efforts qui sont faits, mais on n'y est pas encore au niveau des budgets notamment qui sont alloués. Donc il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et après, on est trop content parce que la production de Clem, au bout de quelques années, est devenue très rapidement en fait assez experte dans l'éco-production et peut maintenant conseiller d'autres productions. Et en fait, c'était un fardeau, une contrainte, et c'est devenu vraiment quelque chose, un tremplin pour eux, même pour eux, et quelque chose dont ils sont fiers. Et quelque part, qu'est-ce qu'on attend pour avoir l'air d'être visionnaire, pour avoir l'air d'être malin, d'avoir su anticiper les choses pour pas se faire prendre de court, et pour aussi montrer notre sincérité et notre cohérence, parce que il y a un moment où il n'y aura plus le choix. Il n'y aura plus le choix que de mettre beaucoup de moyens dans le changement. Il n'y aura plus le choix que de devenir écolo tous. Et quand ce sera obligatoire, on verra tout de suite qui est vraiment du côté de la vie et qui ne l'était pas et qui a essayé de s'enrichir. Et c'est dommage encore une fois qu'on doive être encore dans le rapport de force alors qu'on a une occasion mais ultime vraiment de faire corps tous ensemble pour vraiment avoir une société enviable, vraiment. Et je pense qu'il faut arrêter justement de la compétition et essayer vraiment plus de se voir comme les organes d'une planète qui est un corps unicellulaire et qui a besoin de microbes comme nous, mais qui soient positifs, qui aient un impact positif et pas un cancer. Et c'est tout à fait faisable. Et voilà, moi je suis très excitée à l'idée de me lancer là-dedans. Et justement, tu as déjà commencé, puisque tu es passé de l'éco-production où tu as embarqué l'équipe, à toucher au scénario même et au récit que porte Clem. Oui, on a essayé parce que moi j'avais vraiment du mal à... Je trouvais que les personnages étaient trop déconnectés de la réalité et moi personnellement j'arrive plus à regarder des fictions avec des personnages qui n'ont aucune conscience des enjeux d'aujourd'hui. Ça m'intéresse pas, j'ai l'impression de perdre mon temps et même qu'on se moque de moi. Donc j'ai beaucoup de mal à regarder des fictions. Il n'y en a pas beaucoup il y en a de plus en plus, et merci. mais c'est vrai qu'il y a encore vraiment du chemin pour nous inspirer. Et donc j'en ai parlé à la production et en fait Clem, elle est partie faire du maraîchage bio plusieurs années avant moi. Elle a son compost, elle va au travail en vélo, elle achète bio et en vrac. Et en fait c'est pas mal aussi de parler d'écologie de cette façon-là, de faire rentrer des habitudes chez nos personnages et de ne pas en faire tout un sujet. On n'en fait pas un sujet, juste c'est comme ça. On fait attention à notre impact. Les personnages font attention à leur impact et finalement, on voit que ça inspire beaucoup les spectateurs. Moi, j'ai jamais reçu autant de messages, mais c'est vraiment des milliers à chaque diffusion de spectateurs qui disent mais merci, Clem est la seule série qui parle vraiment de notre vie de tous les jours et on se sent vraiment connecté, on se sent compris, entendu et ça fait du bien de pas être d'avoir l'impression que cette série est ancrée dans son époque.
Donc en plus, le public soutient vachement. Et d'ailleurs, je voudrais dire, pour finir, que j'ai été marraine cette année de l'Assemblée citoyenne des imaginaires. Et que c'était génial parce que ça a été Valérie Zoïdo vous en parlera mieux que moi tout à l'heure parce que c'est elle qui est à l'origine de cette initiative. Et il y a une immense consultation citoyenne, 50 000 citoyens qui ont parlé de ce qu'ils avaient envie de voir, des personnages qu'ils voulaient voir développer. Et en fait, c'était super inspirant. Et donc, il y a une énorme demande. Et là, il faut arrêter d'avoir l'air ringard et il faut y aller. Ok, merci Lucie. Je vais faire tourner la parole. Chacun. Alors Stéphane, c'est ton tour. Stéphane Cazès. Justement, on va parler scénario et on va parler récit au cœur même de l'œuvre, puisque tu es scénariste et réalisateur de fiction et de documentaire. Je trouve ça intéressant aussi de le relever. Tu es par ailleurs très engagé dans l'écologie depuis longtemps et le terme engagé te convient. On en a convenu ensemble. Ouais. Tu es aussi passionné et très touché par la valeur de l'éducation sous toutes ses formes dans la société. Tu es toi-même enseignant. Donc je vais t'adresser 2 questions. Vu que le temps nous est compté, c'est passionnant de discuter avec Stéphane, donc prenez le temps après cette session d'échanger. Stéphane, tu as écrit et tu as réalisé Les Têtes Givrées, un long métrage qui est sorti en 2022. Et tu as abordé directement, de façon très frontale, assumée, au cœur même de ton œuvre, les sujets environnementaux, le dérèglement climatique en l'occurrence. Donc voilà, c'est au cœur même de ta fiction, puisqu'il y a un prof, des adolescents, un glacier, une prise de conscience, une mise en action. Donc selon toi, faut-il, pour faire émerger des nouveaux récits, que les sujets environnementaux, écologiques, les enjeux soient au cœur même de la fiction et soient le sujet explicite de l'œuvre, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens ? Alors, merci, bonjour à tous. Oui, il y a d'autres moyens. Pour moi, j'ai beaucoup réfléchi à la question. Pour le moment, j'ai trouvé au moins 4 manières de faire des nouveaux récits. Il y en a sans doute plus. Il y en a une, c'est d'attaquer de front le sujet, voilà, d'avoir des gens qui veulent protéger un glacier, d'avoir des gens qui veulent combattre un pesticide dans Goliath, à l'interdire. Il y a raconter une lutte, des gens qui veulent sauver une espèce, ou dénoncer un scandale, une pollution. Donc ça, c'est un type de film, de frontal. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi des films qui parlent d'éducation à l'environnement, par exemple. Ça, dans Les Têtes Givrées, je l'ai vraiment, vraiment vu de près, parce que le film parle de la protection des glaciers. J'ai sillonné la France avec ce film, et j'ai vraiment eu l'impression que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est qu'un glacier. Et si on ne sait pas ce que c'est qu'un glacier, si on n'est pas émerveillé par la beauté d'un glacier, si on ne sait même pas que ça existe et qu'on en a en France, ça peut disparaître, c'est pas grave, on ne le voit pas. Et c'est pareil pour les insectes, c'est pareil pour les animaux, c'est pareil... Voilà, donc si on ne connaît pas cette nature, si on n'est pas émerveillé par cette nature, on ne risque pas de la protéger. Donc il y a aussi des nouveaux récits qui éduquent aussi, tout en parlant de la nature. Après, il y a aussi des récits qui parlent d'écologie de manière détournée. Clandestine, voilà, tu l'as dit. De manière clandestine. Je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui surconsomme et du jour au lendemain, il perd tout son argent, il va devoir apprendre à vivre plus sobrement. Dit comme ça ne parle pas d'écologie, mais en fait, si. Quelqu'un qui prend l'avion tous les jours et du jour au lendemain, il a un accident ou je ne sais pas quoi, il ne peut plus prendre l'avion, il faut qu'il arrive à voyager autrement. Ça ne parle pas d'écologie, mais en fait, si. Donc voilà, c'est une autre manière. Mais dans Les Têtes Givrées, j'ai essayé de montrer aussi la force du collectif, de voir que dans ce film, une dizaine de personnes peut réussir avec beaucoup de volonté à transformer toute une vallée. Avec ce message, je veux dire, mais si on était 70 millions de personnes à se comporter comme ces élèves dans le film, mais ça donnerait quoi ? Et ça donne de réaliser qu'en fait, cette transition, elle est à notre portée si on avait cette volonté et cette force du collectif. Donc c'est aussi une manière détournée de parler d'écologie. Après, il y a aussi le fait d'inventer des futurs désirables. Alors, je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile, parce que quand on se projette... Voilà, il faut de l'imagination, parce que quand on lit les rapports du GIEC et tout ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Je pense que c'est pour ça aussi que voilà, c'est là où on en est. Il faut vraiment que ça émerge, ces récits-là. Dans Les Têtes Givrées, j'ai essayé de penser à ça, sur la partie scolaire, éducation, d'imaginer à quoi ressemblerait une salle de classe qui prépare les élèves à ce qu'ils vont vivre, donc à s'adapter et à essayer de limiter et voire d'arriver à stabiliser ce réchauffement. Donc comment ça pourrait se concrétiser dans une salle de classe ? Et donc j'ai beaucoup réfléchi à ça. Donc du coup, c'est au moins 4 manières différentes de faire des récits. Après, il y a aussi plein de petits détails qu'on peut parsemer dans les films. Dans Les Têtes Givrées, le personnage principal, il va à son lieu de travail en vélo, pas en voiture. C'est un détail. Ça ne change pas le film, mais si dans tous les films,
Il y avait des petits détails comme ça, quelqu'un qui, à table, qui va manger des tomates, si ça pouvait être des vraies tomates et pas des hybrides qui sont tous la même tête et qui mangent des tomates en hiver. Voilà, tous ces petits détails. Si dans l'ensemble des films ça pouvait changer, là aussi ça changerait la donne. Ok. C'est déjà pas mal, ça nous fait 5. Arrête. Tu avais envie d'ajouter quelque chose sur cette forme-là, Stéphane? Tu peux? Non, c'était pour faire un parallèle là-dessus sur les questions. En ce moment, on parle beaucoup des inégalités hommes-femmes, et je me suis vraiment penché là-dessus dans le cinéma. Il y a eu des études dans les années 90, 80% des dialogues étaient masculins. Si on monte aux années 70, on peut voir tous les films, les personnages féminins, ils sont toujours écrits pareil. Ils ont tous le même objectif, plaire à un homme, comment en étant joli. Et donc en fait, c'est pas un film, c'est tous les films. Donc au bout d'un moment, l'ensemble de ces films renvoie une image de la société qui nous imprègne tous. On parlait tout à l'heure des Dents de la Mer. On pourrait dire pareil avec Flipper le dauphin. En vrai, ça peut être plus dangereux de nager avec un dauphin qu'avec un requin, mais n'empêche que l'imaginaire crée aussi une réalité. Donc voilà, on pourrait faire la même chose aussi avec plein de petits détails. Si l'ensemble de la profession pensait à ça, ça aurait aussi un impact énorme. Un énorme impact. Et justement, dans les critères avec lesquels on évalue le succès d'une œuvre cinématographique, on a l'habitude d'avoir des critères hyper quantitatifs, rationnels, économiques, le nombre d'entrées, l'audience, etc. Toi, avec ton expérience des têtes givrées, est-ce qu'il y a des critères que tu aimerais voir ajoutés, qui font sens, que tu as expérimenté? Lucie, tu faisais écho là, sur la réaction des gens, notamment qui te sollicitaient. Je crois que tu as vécu des choses similaires. Oui, alors moi j'ai vécu des choses très fortes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux. Donc les têtes givrées, je me dis déjà, rien que je parlais tout à l'heure des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un glacier. En voyant le film, tous ceux qui voient le film, ils savent ce que c'est qu'un glacier. J'ai presque envie de dire, ceux qui voient la bande-annonce, savent déjà. Ils commencent déjà à voir des images de qu'est-ce que c'est que ce truc. À chaque fois, on me demande, mais c'est un trucage? Non, c'est vraiment un glacier chez nous, dans les Alpes. Et donc déjà, là je parle en millions de personnes, et encore, le film n'a pas fait des millions d'entrées, mais sinon ça aurait été décuplé. Mais déjà, avec ce film, il y a des millions de personnes qui vont savoir visuellement que c'est ce que c'est qu'un glacier et qu'on a des glaciers. Si je descends un petit peu, on a fait un dossier pédagogique. En fait, il y a énormément d'associations qui soutiennent le film. Et à sa sortie, elles ont toutes proposé d'animer des projections débats sur le thème du réchauffement climatique et sur la protection des glaciers. Et dans toute la France, il y a énormément de projections débats. Et là, ça chiffre en dizaines de milliers de personnes, donc c'est à la fois pas beaucoup et beaucoup. Mais c'est des gens qui ont pris le temps, après avoir vu le film, de discuter du sujet et de comprendre pourquoi c'est vital qu'on conserve nos glaciers. Au-delà du fait que c'est juste magnifique, pourquoi c'est vital pour les réserves en eau douce qui vont disparaître si ça disparaît, pour la montée du niveau des océans, qui est exactement le même sujet que la fonte des glaciers, et pourquoi aussi la fonte des glaciers, ça accélère le réchauffement climatique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc de prendre conscience de ça, en fait. Et ça, c'est très important parce que moi, le réchauffement climatique, ma tête, elle est au courant depuis longtemps, mais mes tripes, elles ne sont pas au courant depuis très longtemps. Je reviens sur cette expérience du requin. Moi, j'ai eu la même en voyant un glacier. Quand il y avait une canicule avant, j'attendais que ça passe. Maintenant, ça me fait mal parce que je sais que les glaciers sont en train de fondre, de disparaître, et ça a un impact terrible. Donc, du coup, c'est important de réaliser ça, en fait. Et là, donc, il y a au moins, des dizaines de milliers de personnes qui ont eu ce moment-là. Et puis après, il y a un impact direct de certaines personnes. Là, ça se compte peut-être, beaucoup moins, en dizaines, j'en sais rien, mais pour qui le film a vraiment changé la vie. Et j'ai eu des jeunes qui m'ont contacté après le film, qui m'ont dit qu'ils avaient lancé des projets zéro déchet dans leur collège. Il y a un enseignant qui m'a contacté 1 an après avoir vu le film pour me dire que ça faisait des années qu'il pensait à un projet. Et le film a été le déclic, il s'est dit, allez, j'y vais. Et ce projet était magnifique. Il a étudié avec ses élèves toutes les espèces vivantes qui vivaient dans son collège. Il y en avait plus de 300. Il en a trouvé plus de 300. Donc qu'est-ce que ça va donner comme impact à tous ces élèves qui découvrent qu'ils cohabitent avec plus de 300 espèces au quotidien? Ils n'en avaient même pas conscience. Donc voilà, ça, c'est pas possible de quantifier cet impact, mais il est réel. Et on fait un métier magnifique parce qu'on justement, on parle pas seulement à la tête des gens, on parle à leurs tripes, à leurs émotions. Et du coup, on peut vraiment les toucher profondément, les impacter. C'est ce que tu disais. Donc oui, c'est une belle récompense. En tout cas, il faut qu'on le fasse parce que ça marche, quoi. On impacte vraiment et qu'on influe vraiment sur la culture. Ça, je l'ai bien ressenti. Merci, Stéphane. J'enchaîne avec Frédéric.
Et on va avoir justement de la complémentarité dans vos points de vue. Frédéric Tellier, scénariste et réalisateur. Je vais citer les deux derniers longs métrages, les plus récents que tout le monde connaît, Goliath et L'Abbé Pierre, Le combat d'une vie. 2 questions pour toi aussi, Frédéric. En 8 minutes 20. Moi, En j'ai 8 le compteur. minutes 20, c'est pas mal, toi, tu as vraiment le compteur, tu peux pas déborder, attention, mais on est bien, on est vachement bien. Frédéric, la première question, c'est que ton moteur, ce sont les histoires et les histoires vraies, donc il y a un lien au réel qui est déjà hyper intéressant, que Stéphane commençait à toucher effectivement du doigt à l'instant. Et tu disais dans une intervention récemment que finalement ce sont des œuvres, des films, du divertissement, de la distraction, et qu'il y avait toujours... Je ne l'ai pas dit sur ce ton-là, quand même. Tu l'as dit comment? Tu l'as dit ce sont des œuvres, des films. Non. Je le fais moins bien. Non, je ne fais Ouais. pas. Bon, tu vas le refaire alors. Non, excuse-moi, je Pas t'interromps. de problème. Et ce qui était essentiel, c'est que justement, on parlait à l'instant de trip avec Stéphane, c'est que tu disais il y a toujours un petit coup de poing dans le ventre. Voilà, que tu ajoutes. Donc ce petit coup de poing dans le ventre que toi, scénariste, là, clac, tu cales dans tes œuvres, d'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il est volontaire dès l'écriture? Ou est-ce que c'est quelque chose qui émerge? Et qu'est-ce qui le Non, motive? en fait, je le prends en moi déjà en découvrant le sujet. Donc, c'est évidemment, après faire un film, je pense que la très mauvaise question, c'est est-ce qu'il faut faire des films sur l'écologie ou pas? Que tu n'as pas posé, sans dit évidemment, mais c'est est-ce qu'il faut... En fait, faut pas se poser la question, ça fait partie de la vie. Moi, quand j'étais petit, j'ai grandi avec un petit copain qui était noir, qui était réunionnais, puis un jour, j'ai découvert quelqu'un qui a dit un truc raciste, et je me suis dit, ah tiens, ça existe. Ça a été pareil avec l'agriculture. Mes parents étaient vignerons, j'ai grandi en pensant que... Et puis à un moment, j'ai lu un livre, il y a une quinzaine d'années, qui s'appelait Le petit livre noir de l'agriculture. Je me suis dit, en fait, les sols sont devenus... Voilà, c'est des états de choc d'êtres humains, en fait, de citoyens, qui m'ont mis moi-même un coup de poing. Et comme je suis très dans la définition de Deleuze du cinéma, qui est un point de rencontre, bah, je me dis, est-ce que les autres pensent comme moi ou est-ce que je pense comme les autres? Est-ce qu'on peut partager ça? C'est ce qui m'anime dans le fait que tous les professionnels ici connaissent, de l'énorme emmerde qui est de faire un film, l'énorme temps que ça prend, l'investissement, les doutes. Voilà, c'est pour arriver à partager quelque chose qui semble légitime ou qu'on a envie de partager pour réagir, pour faire réagir comme moi j'ai pu réagir sur ces 2 films qui parlent un peu de la même chose, hein, d'une espèce de dérive cognitive de notre société sur différents plans d'observation. Goliath, c'était l'usage des pesticides, la perte totale du bon sens. Voilà, on sait que c'est mauvais, mais on l'utilise parce que... Je ne sais pas très bien pourquoi d'ailleurs, je ne sais toujours pas très bien pourquoi. Parce que d'abord, l'homme aime dominer la nature au lieu d'être son ami. Il a toujours aimé construire des choses pour abîmer la nature. Et puis parce qu'il y a une idée de profit permanente. Voilà, et l'abbé, dans un autre sujet, c'est la défense des opprimés, des pas de chance, des laissés pour compte, de combattre une injustice qu'on pourrait laisser de côté. Voilà une autre dérive de notre société. 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. C'est génial parce que tu gères le temps avec moi. Mais ok. Ce qui est essentiel, c'est que tu arrives à concilier une forme de cinéma-spectacle que tu assumes avec une partie de cinéma utile. Ce qui m'interpelle, c'est quand tu bosses sur un film et que tu embarques producteur, distributeur, comment tu joues avec ces facettes-là? Quelles sont les dimensions qui les entraîne davantage? Est-ce que le fait que ton film finisse par être projeté à l'Assemblée nationale pour l'Abbé Pierre, au Parlement européen pour Goliath, est-ce que ça, c'est quelque chose qui compte aujourd'hui dans la profession? Est-ce que tu vois que c'est un élément de célébration et de succès qui est valorisé, pris en compte? J'en sais rien du tout. Je ne sais pas. En tous les cas, c'est très valorisant quand on fait le film. Même si on ne le sait pas en le faisant, vraiment, Kubrick disait ça, j'aimais bien de le relire de temps en temps. Il dit, quand je faisais un film, je ne savais pas trop d'où venait l'idée, ça me plaisait, alors je décidais que c'était une histoire, et puis voilà. Moi, c'est un peu ça, ça me marque, ça m'émeut, et puis j'en parle à un producteur, que ça touche aussi. Évidemment, c'est du cinéma, donc moi, j'ai pas de problème à parler de n'importe quel sujet qui rentre dans une dramaturgie, en fait. C'est un peu ça, on faisait du théâtre de la même façon au XVIIe siècle. C'est une espèce de grammaire, de langage commun avec les gens qu'on met en forme, quoi. Maintenant, la valorisation, une fois de plus, c'est le partage. Donc, évidemment,
par exemple, le Parlement européen, c'était d'autant plus jubilatoire pour nous qu'on a eu le refus d'y tourner. Donc, d'y être invité après pour projeter aux eurodéputés, c'était une petite vengeance pour nous. Mais c'était aussi, bien sûr, important d'aller montrer ce film dans ces conditions. On avait été invité avec ce film, Goliath, dont tu parles, à faire la clôture du GIEC qui se tenait à Grenoble cette année-là. Donc, bien sûr que c'est important d'échanger. Mais comme j'ai souvent pensé et souvent dit, j'espère que les films ne servent pas qu'à convaincre les convaincus. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est plutôt ça l'enjeu. C'est-à-dire que de projeter Goliath dans un milieu vert, c'est facile, c'est agréable, c'est flatteur, mais ça ne fait pas tellement le boulot. Ça va maintenir les forces, ça va animer les troupes, mais il faut convaincre, en fait, convaincre. Et c'est pour ça que Goliath, la dramaturgie me plaisait, d'avoir un kaléidoscope un peu de 3 personnages, un qui est la loi, la justice dont on a besoin, une victime et puis quelqu'un qui est un lobbyiste qui représente en fait cette industrie-là. Et là, justement, tu montres à quel point ils ont des matrices différentes, c'est-à-dire des façons de fonctionner, un rapport au monde et à notre société dans lequel on peut au moins sur lequel on peut se positionner, ou au moins, en tout cas, davantage l'appréhender. Ouais, j'imagine avec des petits flous sur les contours, parce qu'on est tous bons, méchants, puis à nouveau bons, un peu plus bons que... du point de vue psychologique, ce qui définit le bon et le méchant, c'est les actes, c'est pas tellement les paroles, c'est qu'est-ce qu'on fait de sa vie concrètement pour avoir de la bonté, de la gentillesse. Voilà, il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Et les méchants, c'est pareil. On peut être tous méchants dans l'âme, mais on n'est pas tous méchants dans les actes. Et là, c'était intéressant de montrer un lobbyiste que j'ai rencontré, de montrer ses motivations, qui sont d'ailleurs très tentantes. Hein. Moi, il y a des moments où je me disais, en fait, j'ai raté ma vie, c'est lui qui, oui, on est là de passage, pourquoi pas. Puis après, on raisonne, on relit 1 ou 2 bouquins, puis ici, on se remet en question. Mais bien sûr que c'est intéressant je trouve de ne pas mettre dans des petits compartiments. Je trouve souvent, d'ailleurs, avec l'écologie, j'en ai beaucoup parlé au moment des présidentielles, puisque le film faisait un peu le tour des partis où on était invités. C'est de regarder l'extérieur comme des demeurés, en fait. Je trouve qu'on manque énormément de pédagogie, généralement, dans la vie, particulièrement avec la pédagogie. Je t'ai raconté une anecdote tout à l'heure. J'ai fait une autre conférence où on me disait « Mais donc, j'espère que dans tes tournages, tout le monde mange végé ». Ben non, en fait, parce qu'on ne leur a pas appris. Les gens, ils mangent de la viande parce qu'ils aiment de la viande, mais si on leur apprend, si on communique, peut-être qu'ils vont changer d'avis. Donc voilà, moi j'essaye de parler un peu de tout ça de manière modeste, quoi. Après, c'est vrai que le cinéma, tu en parlais, est un média extrêmement puissant, qui dure longtemps, cinéma, il repasse à la télé, la VOD, les DVD pour ceux qui en ont encore, à part moi, mais enfin, ça tourne beaucoup et longtemps, les festivals, plusieurs langues. Donc oui, c'est un média puissant, émotionnellement aussi. Oui, émotionnellement. Je pense que c'est aussi un point, en plus de l'éducation que vous avez abordé, qui est essentiel. Lucie, tu avais envie d'ajouter quelque chose? Il nous reste quelques secondes. Je voulais juste réagir sur le fait que vraiment, ton film, tu vois, Goliath, m'a vraiment, moi, fait beaucoup de bien. Parce que même si ça m'a rappelé une réalité que je connais, parce que je ne vous ai pas dit, mais je suis partie vivre à la campagne, on fait de l'agriculture bio, tout ça. Donc l'agriculture, c'est un sujet que je connais bien. Et ben il n'y a aucune langue de bois, et c'est très transparent et c'est très très bien fait et construit. Et vraiment merci pour ça. Et en fait, moi, ça m'a donné du courage. Je me suis dit, bon, bah là, ça y est, on commence vraiment à dire les choses, donc c'est cool. Et justement, donc c'est très important de prendre conscience, vraiment, encore une fois, et de faire des films qui nous aident à prendre conscience. Et si vous voulez faire quelque chose, vous, pour aller mieux, et ben vraiment, faites quelque chose d'actif, qui est tout simple. Vous fermez les yeux et vous imaginez vraiment, vous, personnellement, vous, pas le reste du monde, vous, quel monde vous voudriez, vous vous levez le matin et qu'est-ce que vous voudriez voir autour de vous, qu'est-ce que vous voulez manger, qu'est-ce que vous voulez boire, avec qui vous voulez faire du lien, qu'est-ce que vous voulez faire comme travail. Imaginez, et comme ça, vous construisez vraiment notre futur. L'imagination, c'est contagieux, et que vous en parliez ou que vous en parliez pas, ça contaminera tout le monde, mais le mieux, c'est d'encore d'en parler et de faire des belles œuvres qui puissent nous faire planer tous ensemble. Voilà. Super, j'ai rien à ajouter à ce message final, Lucie. Merci d'avoir assuré le mot de la fin, c'est parfait. On enchaîne, je crois, puisque le timing prévaut sur cette séquence. Merci à tous les 3.
Le timing est très serré en effet, mais merci à tous les quatre à nouveau de nous avoir donné une bonne dose d'inspiration. Alors il y a une phrase qui m'a marquée, c'est qu'il faut de l'imagination pour arriver à écrire des histoires où le monde n'est pas en train de s'effondrer. C'est vrai que c'est pas simple avec toutes ces actualités qu'on voit fleurir de partout. On nous annonce qu'on est en train de vivre l'année la plus chaude de notre histoire, que les prochaines années ça va pas forcément être mieux. Et ça tombe bien puisque le programme Film for Change de Change Now, vous avez une petite sélection de 4 films et de 4 séries qui vont vous essayer de vous projeter dans un monde peut-être plus positif, en tout cas un monde où vous vous poserez des questions, et se poser des questions, c'est peut-être le début du changement, je pense. En tout cas, on a donc ces pitchers qui vont venir nous rejoindre ici, qui vont vous présenter leurs projets avec autant de passion que nos intervenants précédents, et surtout, ils vont les présenter devant notre jury composé de 5 personnes que je vais vous présenter tout de suite. On aura donc Carole Scotta, présidente de Haut et Court, Sidoné Dumas, directrice générale de Gaumont, Elisha Karmitz, directeur général de MK2, Nathalie Ciotta, DGA Distribution Pathé Films, et enfin Thomas Anarguillo, président de Media One Studio France. J'espère ne pas avoir trop écorché vos noms et prénoms. Sans plus attendre, on va pouvoir accueillir peut-être notre première pitcheuse qui a la pression d'ouvrir, donc je compte sur vous pour bien la hyper, qu'elle soit en confiance avec nous. Elle s'appelle Anne Loriot, elle va nous présenter son projet Force Rose, et donc elle est diplômée de l'Université des Arts de Londres. Elle a réalisé des documentaires autoproduits en parallèle de son métier de directrice artistique, et son envie à elle du moment, c'est d'embarquer le grand public avec des comédies cathartiques pour rire de ce grand dilemme civilisationnel, protéger notre mode de vie ou protéger le vivant. On l'accueille tout de suite, je vous remercie. Bonjour. En 2020, j'ai rejoint une ONG de protection des océans afin de renouveler son image et ses contenus. J'y ai passé une année dans les coulisses fascinantes entre un mécène grand acteur du pétrole et un fondateur pas vraiment écolo. Et surtout, lors d'un ramassage de mégots en Bretagne, j'ai rencontré une influenceuse et ses 2 chihuahuas. Son agent l'avait envoyée nous aider et elle était arrivée sans savoir pour quelle ONG elle venait. Là, l'envie de créer une série ne m'a plus quittée, inspirée par Enlightened de Mike White. Son ton grinçant, son héroïne attachante et très maladroite, mais qui fait tout ce qu'elle peut pour rendre le monde meilleur. Ainsi naquit ma série Force Rose, avec pour super-héroïne Deborah Sunshine, 25 ans, influenceuse beauté sur les réseaux sociaux. Alors je sais à quel mot vous pensez, mais Deborah n'est pas si superficielle. Elle a même un super pouvoir, fédérer et créer de l'engagement. Deborah Ramoun, de son vrai nom, a toujours voulu être célèbre pour devenir une femme puissante. Elle ne veut pas galérer comme sa mère Isabelle, qui l'a élevée seule, tout en cumulant les emplois de concierge et de nounou. Cette maman qui a tout fait pour que sa princesse en devienne vraiment une. Et le jour est enfin arrivé. Au début de l'épisode pilote, Deborah remporte l'émission L'île des TikTokeuses en prime time. Le nombre de ses followers explose. Elle signe son premier gros contrat avec un géant de l'industrie cosmétique parce que ça y est, elle le vaut bien. Et elle pourra bientôt offrir le pavillon de ses rêves à sa mère. Sauf que peu de temps après sa victoire, une vidéo tournée en off de l'émission par un militant écologique crée le scandale. On y voit Deborah Soul qui vomit sur un lieu sacré pour la pendaison de tortues en voie d'extinction. Tout s'écroule, bye bye les contrats, Deborah est au bout du roule. Mais pour Sandrine, son agente, pas de quoi s'inquiéter. Il y a The Solution, greenwasher. Bon, alors c'est un peu compliqué après un tel buzz, mais pour Sandrine, rien n'est impossible. D'ailleurs, elle a fini par trouver Force Bleue, l'ONG de protection des océans la plus proche de la faillite, la seule qui veut bien de Deborah. Donc Deborah, accro aux produits cosmétiques, va devenir activiste anti-plastique. Heureusement, chez Force Bleue, il y a un pare-feu anti-bad buzz, Gaïa, une jeune femme qui doit chaperonner Deborah. Écoféministe, androgyne, radicale, Gaïa vit dans un éco-hameau biodynamique, vegan et décarboné. Pour Deborah, c'est le coup de foudre. Pour Gaïa, le coup de massue. Elle veut absolument éjecter cette écervelée incompatible avec la protection de quoi que ce soit, sans que Michel, le fondateur de Force Bleue, s'en aperçoive. Bonne élève, Deborah fait tout pour être la plus brillante des ambassadrices de Force Bleue. Mais dans son quotidien, elle est incapable d'aligner son mode de vie consumériste avec les valeurs qu'elle défend. Trolls, activistes et ONG rivales prennent un malin plaisir à dénoncer l'imposture en disséquant ses moindres faits et gestes. Sous la pression, Deborah doit révolutionner son mode de vie. Elle le voudrait bien, mais bon, c'est tellement difficile. C'est le gong. Je dois vraiment m'arrêter ? Allez, une dernière phrase. La dernière phrase.
Bon, j'ai comme l'impression que l'on est confronté au même grand dilemme que Déborah, sauver notre mode de vie ou sauver le vivant, mais rassurons-nous, celle que nous croyons si superficielle va nous montrer la voie. Merci beaucoup, Anne. On va maintenant pouvoir accueillir notre deuxième projet de série avec nous, Ludovic Duclari et son projet Genesia. Ludovic Duclari est scénariste depuis 8 ans et son dernier scénario, Paternel, un film avec Grégory Gadebois et Géraldine Nakache, sort en salle demain. Donc c'est un rendez-vous qui est pris, je pense. Bonjour à tous. Alors je vais essayer de faire vite parce que c'est 3 minutes, c'est ça ? Ok, alors je vous présente une série de 8 fois 52 minutes assez ambitieuse. Ça s'appelle Genesia, la bataille des imaginaires. C'est une série à grand spectacle mêlant science-fiction, action et aventure. C'est une série monde dont l'action se passe aux 4 coins du globe. Un peu dans l'esprit des œuvres de Nolan ou des sœurs Wachowski, mais avec une touche française. Imaginez la Terre en 2044. Dans un monde au bord du basculement, une proportion croissante de l'humanité s'est rassemblée dans des oasis écologiques. Dans ces lieux, grâce à l'utilisation de biotechnologie, les gens vivent de manière symbiotique avec la nature. Et ça marche, à tel point que les gens sont de plus en plus nombreux à souhaiter un changement mondial vers une vie en harmonie avec l'écosystème planétaire. Cependant, l'ancien régime néocapitaliste, dirigé par les élites ultra-fortunées et les puissants du monde, résiste. Dans ce monde en ébullition, une scientifique de génie, Alma Pradesh, 70 ans, imaginez Charlotte Rampling, est à la tête d'une organisation clandestine, l'Harmonium. Au cours de ses recherches en théorie du chaos, Alma a développé une hypothèse révolutionnaire. En modifiant les imaginaires de 8 personnes clés dans le monde, nous atteindrons par effet papillon le tipping point, le point de bascule mondial. Un grand changement systémique qui sauvera une fois pour toutes la planète. Pour atteindre cet objectif, Alma a recruté une équipe de 5 agents. Il y a tout d'abord Zaina Boubacar, 19 ans, hackeuse de haut vol et spécialiste de Dombé, la boxe nigérienne. Il y a Anissa Laraoui, 30 ans, ancienne militaire franco-marocaine convertie à la résistance pacifiste. Magda Hoffmann, 26 ans, clubeuse transgenre allemande au QI surdéveloppé. Et il y a aussi Alain, le français, le boomer, acteur au chômage, prétentieux, arrogant, mais qui a un bon fond, et qui est surtout expert en changement d'identité. Et il y a la dernière membre de l'équipe, la clé du dispositif, Genesia, une fillette de 12 ans. Genesia est une orpheline née au cœur de la forêt amazonienne. Étrangement connectée à la nature, l'enfant possède un don mystérieux. Grâce à un casque biotechnologique, elle a le pouvoir, en regardant les gens dans les yeux, d'entrer dans leur imaginaire pour le transformer. Les personnes pivots ciblées par l'équipe sont donc 8. Chacune incarne un aspect clé dans l'organisation du monde. La première cible, dans l'épisode pilote de la série, c'est le président français de 2044. La mission consiste à s'infiltrer dans une conférence mondiale ultra protégée dans le Palais Pharo à Marseille. 1. Approcher le président. 2. L'isoler dans un lieu clos. 3. Le connecter aux yeux de Genesia. Commence alors une bataille d'imaginaire. Concrètement, Genesia est projetée dans l'univers mental du président. Il faut lire la Bible pour voir ce que c'est précisément. Bon, elle doit faire vite car pendant ce temps, l'équipe doit sécuriser la situation. Et cette bataille d'imaginaire est à haut risque pour la fillette car à tout moment, des éléments néfastes du mental de ses cibles peuvent la contaminer au grand désarroi d'Alma qui voit sa fille risquer sa vie à chaque mission. Chaque épisode de la série fait l'objet d'une nouvelle mission, d'une nouvelle cible. Nous croiserons ainsi le patron arrogant d'une banque systémique mondiale, un humble paysan berbère génial raconteur d'histoire, une zoologiste chinoise ayant inventé un moyen de communiquer avec les animaux mais qui est tentée de vendre ses découvertes au plus offrant, ou encore une star de la pop au pouvoir d'influence mondial. Je m'arrête là, juste vous dire qu'avec Genesia, préparez-vous à embarquer dans un voyage qui pourrait transformer vos imaginaires. Le tout avec une seule respiration, c'était chaud. Bravo, merci beaucoup. Pour notre prochain pitch, c'est pas une seule personne qu'on va accueillir, mais 2. Céleste et Rudy, qu'on va accueillir tout de suite. Céleste, donc, qui a co-créé des séries, notamment avec M6. Rudy, qui a programmé et a réalisé un documentaire diffusé sur France 4. Puis il a rejoint Serial Eyes. Donc il va venir tout de suite nous retrouver, peut-être en prenant plus de temps, etc. Je sais que le gong, il est un peu impressionnant, mais allez-y, ça va aller. Celui-ci. Ouais, normalement, c'est bon. 2. Ouais. Ouais. Celui à droite. Ok. Bonjour. Donc, en nous voyant tous les deux, vous imaginez peut-être pourquoi on est là.
On va parler de diversité, d'inclusion, de représentation et de peau, mais pas de mélanine, figurez-vous. On vient vous parler d'un truc qui concerne nos peaux à tous, les rides. En 2023, au Japon, on a vendu beaucoup plus de couches pour seniors que pour bébés. Et d'ici 20 ans en France, il devrait y avoir plus de retraités que d'enfants. Alors pour s'y préparer avec humour, on vous invite à plonger joyeusement avec nous dans l'arène la plus réjouissante qui soit, l'EHPAD. Vous nous demandez sûrement pourquoi nous, deux jeunes auteurs, on a envie de raconter ça. Pendant mon adolescence, j'étais le préposé au massage de ma mère, une aide-soignante qui rentrait le dos cassé de ses journées à travailler, je vous le donne en 1000, dans un EHPAD. 4 soirs par semaine, elle me racontait, non sans ironie, l'horreur des maisons de retraite. Et dans ma tête, je me demandais, où est l'humain dans tout ça? Et cette question a été l'étincelle de la jeunesse de ce projet. Ma grand-maman a vécu sa dernière année dans une résidence pour seniors et à chaque fois que j'allais la voir, j'étais totalement dépitée. Mais je dois aussi avouer que plus d'une fois, j'ai dû réprimer un fou rire face à des situations absurdes et j'ai été surprise de voir que dans un endroit où on n'attend plus que la mort, la vie peut encore vous surprendre. Voici donc le pitch de Vieux Jeu. Pierre, vieux bobo de 78 ans, cela coule douce aux Oliviers, la maison de retraite dont il est le pensionnaire. Il joue tous les jours aux échecs avec Jacques, un résident antipathique et réac de 81 ans. À part ce jeu, Pierre et Jacques n'ont rien en commun. Ils se détestent même. Mais ils jouent ensemble pour tromper l'ennui, pour avoir encore une raison de se lever le matin, bref, pour rester en vie. Jusqu'au moment où, sans crier garde, Jacques passe l'arme à gauche dans des circonstances douteuses. C'est normal de mourir en EHPAD, vous me direz. Mais ça l'est beaucoup moins d'y être assassiné. Comme personne ne semble se soucier de la mort de Jacques, Pierre décide de mener l'enquête. Mais qui va croire les paroles d'un vieux, d'autant plus si ce dernier est atteint d'Alzheimer? Eh bien, Paul, un agent d'audit dépressif qui, depuis le scandale d'Orpea, est chargé d'évaluer le bien-être dans les maisons de retraite. Pierre et Paul vont donc former un duo de choc, prêt à faire grincer plus d'un dentier pour démasquer l'assassin d'un vieux con, entre le loto quotidien et le dîner servi à 18h. Ils seront aidés par la pétillante Maggie, une employée de pompe funèbre qui vient réenchanter l'ambiance malgré sa profession de thanatopracteur. Maggie est d'ailleurs motivée par un grand projet, révolutionner les pompes funèbres en changeant les pratiques désuètes hors de prix et extrêmement polluantes de cette industrie. Parce que pour elle, la mort ne devrait jamais prendre plus de place que la vie. Vieux Jeu est une mini-série de 6 épisodes de 45 minutes, une dramédie sociale à l'anglaise, absurde, clivante et surtout très insolente. C'est une enquête sans flic et un thriller à 2 à l'heure. Merci. Ils ont terminé avant le gong, c'est magnifique. Merci à tous les deux. J'espère que vous avez aimé cette petite pause EHPAD, couche pour adultes, etc. Parce qu'on ne va pas partir très loin avec notre prochain pitch. Papy fait de la décroissance. Anne et Hugo vont venir nous le présenter tout de suite. Papy, donc voilà, toujours le thème des EHPAD. La décroissance, on sait que c'est un sujet qui rassemble en ce moment. Donc je vais laisser la place tout de suite à notre pitcher du moment. Bonjour. Comment dire à un enfant que les adultes ont fait de grosses bêtises à sa planète a été le point de départ de Papy fait la décroissance. Alors on aurait pu faire un thriller dystopique, mais comme on est déjà assez névrosé avec Hugo, on est parti pour une série comédie de 8 épisodes. Une de nos références principales a été Goodbye Lénine, mais avec Papy fait la décroissance, on est en 2030, avec 2 personnages en mode grand écart, une petite fille et son grand-père. Et celui-ci doit cacher à sa petite fille, à chaque nouvel épisode, une nouvelle conséquence du changement climatique. Le grand-père, c'est Francis, 65 ans, charcutier à la retraite dans un village du Nord-Pas-de-Calais. Imaginez Philippe Duquesne. Depuis la mort de sa femme Jeannette, il ne voit plus sa petite fille et son fils, persuadé à tort que Francis a négligé mamie Jeannette pendant un épisode caniculaire. Sauf que là, les parents de Clara sont dans le coma, on sait qu'ils vont se réveiller mais on ne sait pas quand, et le seul tuteur possible, c'est Francis, le papy renégat. Et voilà Francis, l'ours mal léché, qui débarque dans le bel appartement lillois de Clara. Clara, elle, tendance première de classe, voit d'un mauvais œil l'arrivée de ce papy qui ne va pas bien. Comprenez, alcoolique. Dès le premier jour, Francis est convoqué dans le bureau du docteur Mergouzi, autoritaire pédopsychiatre, qui est catégorique. Depuis l'accident de ses parents, il y a une tempête de grêle en plein été.
Clara souffre d'éco-anxiété post-traumatique à tendance maniaco-dépressive. Francis doit donc garantir sa sûreté émotionnelle en lui évitant tout rappel du dérèglement climatique. Sauf qu'en 2030, c'est quasi mission impossible. Clara n'a que 10 ans, mais elle ne se laisse pas faire. Alors ce papy crado, elle compte bien s'en débarrasser. Pour ça, elle peut compter sur l'aide de Nono, un ourson offert par son grand-père, qui, sous ses airs innocents, est connecté en fait à ChatGPT et répond à toutes les questions de Clara, notamment sur l'urgence climatique. À chaque épisode, Francis tente de cacher un nouveau désastre, mais tel Don Quichotte, tous ses combats sont voués à l'échec. Par exemple, les oiseaux disparaissent. Francis fait alors appel à son vieil ami, le fantasque Bernard, qui imite parfaitement la tourterelle des prés, tout en téléguidant sa version empaillée sur un petit drone. Ou quand l'eau est rationnée à 10 litres par jour par foyer, alors que Clara adore prendre des bains. Dans son dos, l'eau du bain devient alors un précieux étang à tout faire. La vaisselle, le linge, et puis bon, on la filtre pour que Bernard puisse se laver, mais il finit plus sale qu'au départ. Clara n'est pas dupe très longtemps, mais elle ne dit rien. Dans son dos, elle multiplie les expériences ésotériques et loufoques pour réveiller ses parents. En vain. Clara met alors toute son énergie pour créer avec ses copines le premier girls band de rappeuses climatiques. Aux portes du burn-out face à sa mission impossible, François reçoit un coup de massue en découvrant que Clara est en fait très au courant du dérèglement climatique. Et pire, Bernard, son grand ami, est complice. Il aide Clara et son girls band pour leur premier concert pendant la journée de la Terre. De rage, Francis vire Bernard et interdit toute sortie à Clara. Plus seul que jamais, Francis comprendra-t-il que sa mission est avant tout celle de la réconciliation ? Merci. Merci. Merci beaucoup. Chercheur d'or au Canada, régisseur d'une compagnie de cirque en Éthiopie ou encore inventeur d'un vélo-tracteur. Ça, c'est juste la présentation de notre prochain pitcher. Ça vous a attiré ? Je pense que son pitch va également vous séduire. On l'accueille tout de suite. Mathieu Grosch, s'il vous plaît. Bonjour. Et si les nuages avaient une âme ? La petite graine de pluie, c'est un conte écologique pour les 3-5 ans. Une série animée en stop motion avec du volume, du papier découpé, du dessin et une ambiance musicale et sonore originale. C'est un conte qui se divise en plusieurs épisodes bouclés de 3 minutes, dans lequel, dans une ambiance poétique et contemplative, on va suivre les aventures de Nuageuse. Une petite nuage qui va nous montrer comment elle prend soin de la terre et des humains grâce au pouvoir de sa pluie, et donc grâce au pouvoir de l'eau. Au fond d'une vallée, entourée de montagnes, se trouvent les semeurs de nuages, un grand-père et son petit-fils. Dans la grotte de la vallée, ils récoltent les graines de pluie pour les semer. Le grand-père tombe sur une graine de pluie différente des autres, et il hésite. Pas bonne. Le petit-fils, interpellé, sent que cette graine a quelque chose de particulier. Il a même l'impression qu'elle lui a souri. À la nuit tombée, en cachette, il retourne chercher cette graine et la plante dans le champ de nuages, parmi les autres graines. Bien sûr, une graine différente va donner une plante différente. Cette plante n'a qu'une seule nuage, toute petite, que le garçon va surnommer Nuageuse. Le grand-père, remarquant cette plante étrange, pense qu'elle est malade et qu'elle va contaminer le reste du champ. Il veut l'éliminer. Mais le garçon s'interpose. Une querelle éclate entre les deux. Mais le garçon défend sa plante jusqu'à ce que le grand-père cède. Les plantes à nuages grandissent, jusqu'à dépasser le sommet des montagnes. Là, elles rencontrent les grands vents, qui emportent Nuageuse et les autres nuages à travers ciel. Dans un deuxième épisode, une tempête fait rage. Les gros nuages sont un petit peu bousculés, mais les nuageuses plus petites se retrouvent éjectées du groupe de nuages. Et la voilà maintenant seule à voguer à travers ciel. Et c'est là que commence l'aventure de Nuageuse. Dans les différents épisodes, on va voir comment elle découvre le pouvoir de sa pluie, comment elle va rencontrer Alto, un autre petit nuage, qui va devenir son compagnon d'aventure. Comment à eux deux, ils vont devenir les héros d'une ville en la sauvant des flammes. Comment ils vont défendre l'Amazonie face aux machines mangeuses de forêt. Comment finalement ils vont sauver le champ de nuages de la sécheresse. Et comment le grand-père dira à son petit-fils qu'il a eu raison de croire en son intuition et de croire en cette graine si différente.
Et comment nuageuse nous dira peut-être à nous tous qu'au lieu de garder les pieds sur terre, on aurait peut-être tout intérêt à avoir davantage la tête dans les nuages. Merci. Merci beaucoup. Vous venez donc d'entendre le dernier pitch pour la partie série. On va maintenant passer au film. Pour les films, on a 3 pitchers qui vont se relayer et on va pas avoir la tête dans les nuages, mais on va plutôt aller sur les océans avec Arthur Levaillant, qui est navigateur, qui est engagé dans des projets comme SailCop et qui va nous parler de Solange. Bonjour à tous. Alors, avant de commencer le pitch, on va prendre une grande respiration ensemble. Et on a le droit de se dire que c'est en grande partie grâce à l'océan qu'on respire aujourd'hui. Voilà. Et puis on va fermer les yeux si vous le voulez bien. On est en mer, on nage, il fait nuit. Nous avons juste la lune pour compagnon. Et au loin, des formes mystérieuses se rapprochent de nous. Tout est calme. Nous sentons qu'elles se rapprochent, mais nous n'avons pas peur. Elles sont bienveillantes. Elles nous parlent. Ce sont des baleines qui dansent. Et en arrivant à côté de nous, elles commencent à nous regarder. Elles nous observent d'une manière si intense, si forte, si puissante, qu'on se réveille. Voilà, ça c'est ce que vit Solange, notre héroïne, dans la plupart de ses rêves chaque jour. Solange est âgée de 23 ans, c'est une Parisienne, éco-anxieuse et rêveuse, qui est mal adaptée à la vie en ville. Un jour, elle reçoit un cadeau, un présent de son grand-père, qui est artiste peintre, qui lui offre un héritage assez inattendu, un tableau de l'iris d'une baleine, une cassette audio avec des chants de cétacés dessus, et puis une lettre énigmatique. Ces objets vont la conduire dans un périple introspectif et océanique dans le village de son enfance, où chaque rencontre va lui permettre de mieux comprendre son passé et de résoudre l'énigme sur la disparition de son père qui a disparu en mer. Que ce soit sa tante bioacousticienne Aline, en passant par son ami Robinson, passionné et musicien, ou même son cousin jaloux, champion de voile, ils vont tous l'aider à résoudre le puzzle familial. Notre film Solange, c'est une invitation à la contemplation, une invitation à l'action, à écouter ses sens, à écouter la nature et le dehors. On a envie, à travers ce film, d'envoyer des embruns plein la figure de nos spectateurs, qu'ils en ressortent avec une furieuse envie de tenir un cap sur un voilier, de comprendre comment lire les vents et lire les courants sur la mer, et puis d'être captivés par la beauté des mammifères marins pour mieux les protéger. On y parlera aussi beaucoup de simplicité, de ce rapport aussi à l'inexplicable, inspiré par des légendes amérindiennes et celtiques. Dans ce film, on fera l'éloge des sujets qui nous... Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps.